l'éducation et puis une rééducation précoce et une réadaptation fonctionnelle pour avoir plus d'aptitude de ces patients âgés. Bien sûr, cette rééducation elle doit être encadrée dans un programme de prévention de chute qui devrait être commencé au milieu de rééducation et continuer notamment à domicile à travers les aides techniques et l'aménagement du domicile de ces patients. Je vous remercie. Merci, docteur Abdelmouna Yahya, pour cette excellente présentation et bien détaillée. Si vous avez une ou bien deux questions avant de passer Madame Nadia Jafi. C'est comme par rapport à la présentation, on a un vrai problème en gériatrie, c'est l'évaluation de ces personnes âgées en préopératoire. Donc nous on travaille beaucoup avec les orthopédistes au CHU de Montpellier, on est en partenariat privilégié et on a eu de longues discussions avec eux quand est-ce qu'il faut qu'on passe. Est-ce qu'il faut qu'on passe avant la chirurgie ou après? Alors le problème d'évaluation préopératoire, c'est qu'en gériatrie on est en difficulté. Les personnes sont en situation aiguë, ils sont douloureux, souvent confus. Et en post-opératoire, si on n'est pas appuyé le lendemain de la chirurgie, ça devient difficile après. Donc l'idée d'appeler l'équipe mobile de gériatrie à une phase très précoce a un peu séduit les orthopédistes. Ils sont même demandeurs à ce que les personnes âgées qui sont opérées d'une fracture d'extrémité supérieure de fémur soient transférées directement en gériatrie, en médecine gériatrique, pas en rééducation. Nous, on n'a pas vraiment d'inconvénients. L'autre question, c'est l'évaluation de la douleur. Chez les personnes confuses, les personnes âgées confuses, on est confronté à cette problématique-là. On a des échelles. Je ne sais pas si vous utilisez les échelles connues. On utilise souvent l'ALCO+ et le CP1 pour évaluer la douleur parce qu'il est très difficile à diagnostiquer et à évaluer. Une autre remarque par rapport à la compression pneumatique intermittente. On n'utilise pas du tout en orthopédie. On n'utilise pas que ce soit une chirurgie à très haut risque hémorragique. Elle est vraiment réservée à cette chirurgie-là, notamment la neurochirurgie, où on peut disposer, ça n'a pas prouvé d'efficacité en fait. Il suffit juste de mettre une compression simple, élastique simple, et surtout une prophylaxie par réparer. Dernier élément, vous parliez des risques de confusion. Quelles sont les personnes âgées qu'il faut qu'on repère parce qu'ils sont en risque de confusion? Il y a un élément qui ne ressort pas, c'est le sensoriel. On sait que les personnes âgées qui ont des problèmes auditifs, qui oublient leur appareil à la maison et qu'en post-opératoire, ils se retrouvent dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, ils n'entendent rien et ça aggrave leur confusion. Pareil pour les troubles visuels. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous remercie tous les deux pour vos excellentes présentations. Merci. Merci. Après avoir survolé tous ces aspects de la prise en charge thérapeutique des patients âgés qui ont une fracture du col du fémur, donc on va voir un aspect très particulier, un volet très particulier de la prise en charge, et comme vous allez le voir tout au long de la présentation, il va avoir des implications très importantes dans l'évolution post-opératoire des patients. En fait, il faut savoir que la fracture du col du fémur, c'est une pathologie qui est aussi bien fréquente que grave. Elle est fréquente en fait parce qu'elle touche à peu près 40 à 50% des femmes et 13 à 22% des hommes qui, au cours de leur vie, vont développer une fracture du col du fémur. C'est une pathologie qui est grave, qui a un mauvais pronostic, parce qu'en fait, 20 à 30% de ces gens vont décéder et 50% de ces patients vont perdre donc leur autonomie. Et il faut savoir une chose très importante, c'est que la fracture du col du fémur, il y a un lien très particulier